Ce qui ressemblait à un simple boycott a pris une ampleur bien plus grande. Lorsque Donald Trump a imposé ses tarifs douaniers, beaucoup pensaient que la réaction canadienne se limiterait à quelques publications enflammées sur les réseaux sociaux, peut-être quelques protestations symboliques. Mais ce qui s'est passé va bien au-delà. Ce n'est plus une question de mécontentement passager, c'est une transformation profonde du comportement des consommateurs. Les chiffres sont là, une chute massive de la demande pour les produits américains au Canada, une baisse de 10 à 20% des ventes de certaines marques américaines dans les supermarchés, un effondrement des réservations de voyage vers les États-Unis. Ce n'est pas juste un refus d'acheter, c'est une véritable guerre économique qui s'installe. Les Canadiens n'attendent pas de négociations. Ils coupent l'Amérique de leur économie à tous les niveaux. Les consommateurs troquent leur Starbucks pour des marques locales, les grandes enseignes réduisent leurs commandes de produits américains. Et même les entreprises canadiennes revoient leurs contrats pour limiter leur dépendance aux fournisseurs des États-Unis. Les Canadiens voient les sanctions de Trump comme une attaque contre leur économie et ils ripostent avec leur portefeuille. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Et surtout, est-ce que l'économie américaine est prête à encaisser un tel choc? Donald Trump savait pertinemment que ces tarifs douaniers allaient déclencher une tempête. Mais alors, pourquoi les avoir mis en place? Officiellement, son administration a justifié cette décision par des raisons de sécurité nationale. Selon la Maison-Blanche, le Canada et le Mexique ne faisaient pas assez d'efforts pour renforcer le contrôle aux frontières et lutter contre le trafic de drogue. Mais cette explication ne raconte pas toute l'histoire. Derrière ce coup de force se cache une logique purement politique. Les conseillers de Trump l'avaient prévenu. Il y avait un risque que les Canadiens réagissent, que les entreprises locales ripostent et que les marques américaines en pâtissent. Il a pourtant choisi d'avancer malgré tout. Pourquoi? Parce que ces tarifs ne sont pas qu'une question de commerce international. Ils sont un message politique à son électorat. Trump mise sur le fait que taxer le Canada ne lui coûtera pas autant politiquement que cela pourrait nuire aux entreprises américaines. Il parie sur la résilience du marché américain et surtout, il ne croit pas que le Canada puisse tenir longtemps dans ce bras de fer. Mais est-ce une erreur de calcul? Parce que si ce boycott continue de prendre de l'ampleur, Trump pourrait bien avoir déclenché une guerre économique que les États-Unis ne sont pas prêts à affronter. Trump pensait peut-être que la réaction canadienne prendrait du temps. Il s'est trompé. Il n'a fallu que quelques heures après l'annonce des tarifs pour que le boycott prenne forme. Tout a commencé sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, TikTok, Reddit, les hashtags appelant à consommer local et à éviter les produits américains ont explosé. Des groupes Facebook se sont organisés pour dresser des listes des marques à éviter et des alternatives canadiennes à privilégier. Mais ce n'était pas que du bruit en ligne. Très vite, les chiffres ont commencé à bouger. En moins de 48 heures, les ventes de produits américains ont chuté dans les supermarchés. Les cafés locaux comme Tim Hortons ont vu leur affluence augmenter, pendant que les chaînes américaines enregistraient un net recul. Même les marques de vêtements canadiennes ont profité du mouvement, les consommateurs se détournant des enseignes américaines. Les entreprises n'ont pas tardé à réagir. Les détaillants canadiens ont pris des décisions radicales. Certains ont immédiatement réduit leurs importations de produits américains. D'autres ont renégocié leurs contrats pour privilégier les fournisseurs locaux. Les supermarchés ont modifié la disposition de leurs rayons. Les marques américaines sont devenues moins visibles, tandis que les alternatives canadiennes étaient mises en avant. Puis sont arrivées les applications. En quelques jours, de nouveaux outils numériques ont vu le jour pour aider les consommateurs à identifier l'origine des produits qu'ils achètent. L'application Buy Canadian a dépassé les 100 000 téléchargements en quelques jours, offrant aux Canadiens un moyen simple et rapide d'identifier et de privilégier les marques locales. Une autre application, un simple scanner de code barre, permettait de détecter immédiatement si un produit était fabriqué aux États-Unis et de le zapper à la caisse. Ce n'était plus une simple réaction économique, c'était une déclaration d'indépendance commerciale. Ce que l'administration Trump n'avait pas prévu, c'est que ce boycott deviendrait un mouvement national, une véritable transformation du comportement des consommateurs. Et maintenant, la vraie question n'est plus « est-ce que ce boycott va impacter les entreprises américaines ?» mais bien « jusqu'où ce changement va-t-il aller ?» Au départ, les grandes marques américaines n'ont pas pris le boycott au sérieux. Elles ont pensé qu'il s'agissait d'une vague de mécontentement passager, d'un petit creux dans les ventes qui se résorberait rapidement. Elles avaient tort. En l'espace d'une semaine, les chiffres ont révélé une toute autre réalité. Ce n'était pas un simple ralentissement, c'était une catastrophe commerciale. Un important fournisseur américain de produits alimentaires a enregistré une baisse vertigineuse de 17,7% des commandes en provenance du Canada en seulement quelques jours. Certaines chaînes de restauration rapide américaines implantées au Canada ont vu leur fréquentation chuter de 20% du jour au lendemain. Quant aux marques de produits ménagers fabriqués aux États-Unis,
elles peinent désormais à écouler leurs stocks, les détaillants canadiens ayant commencé à discrètement les écarter de leurs rayons. Face à cette crise soudaine, les entreprises américaines paniquent. Certaines tentent de sauver la situation avec des campagnes de communication maladroites, vantant leur contribution à l'économie canadienne pour regagner la confiance des consommateurs. D'autres misent sur des baisses de prix agressives, espérant freiner l'exode vers les marques locales. Pendant ce temps, des fournisseurs américains appellent discrètement leurs partenaires canadiens, cherchant à savoir si cette crise est temporaire ou si elle risque de s'ancrer dans la durée. Wall Street ne reste pas indifférente à cette tempête. Les investisseurs observent de près l'évolution de la situation. Si le boycott se maintient encore quelques semaines, les pertes des entreprises américaines pourraient se chiffrer en milliards de dollars. Les actions des grandes marques exposées au marché canadien pourraient connaître une chute brutale. Mais la véritable menace dépasse le simple boycott. Si les détaillants canadiens vont jusqu'à restructurer durablement leur chaîne d'approvisionnement pour réduire leur dépendance aux produits américains, alors ce ne sera plus une crise passagère. Ce sera un tournant économique irréversible. La question est donc claire. Jusqu'à quel point les entreprises américaines peuvent-elles encaisser ces pertes avant d'entrer en véritable mode panique ? Face aux pertes évidentes des entreprises américaines, on pourrait s'attendre à ce que Donald Trump revienne sur sa décision, tente d'apaiser les tensions ou, au moins, cherche un compromis. Mais au lieu de faire marche arrière, il double la mise. Officiellement, Trump minimise l'impact du boycott canadien. Il le qualifie de blague, encourageant les entreprises américaines à tenir bon et à ne pas céder à la pression. Mais en coulisses, son administration prépare déjà la prochaine offensive. Alors, pourquoi s'acharner alors que le marché américain encaisse déjà des pertes ? Parce que ce conflit ne concerne pas uniquement le commerce. Il s'agit d'une démonstration de force politique. Trump s'est fait élire sur un discours nationaliste prônant la protection des industries américaines face aux accords commerciaux qu'il considère comme désavantageux. Pour sa base électorale, il n'est pas en train de perdre une guerre économique. Il est en train de défendre l'Amérique contre des partenaires commerciaux qu'il juge trop dépendants des États-Unis. Céder face au Canada serait un aveu de faiblesse, un risque politique qu'il ne peut pas se permettre. Son calcul est simple. Il parie sur le fait que l'économie canadienne est bien plus fragile que celle des États-Unis et qu'à terme, ce seront les Canadiens qui plieront. Il sait que des secteurs entiers du Canada, notamment l'agriculture et la fabrication industrielle, restent fortement liés aux importations américaines. Son objectif est de maintenir la pression jusqu'à ce que les entreprises canadiennes demandent elles-mêmes à leur gouvernement de calmer le jeu. Mais cette stratégie pourrait bien se retourner contre lui. La dernière fois que Trump a imposé des tarifs aussi agressifs, c'était contre la Chine. Pékin avait fini par négocier un accord commercial, mais à quel prix ? L'économie mondiale avait subi des secousses et les entreprises américaines avaient dû faire face à des contre-coups importants. Sauf que cette fois, le Canada ne cherche pas seulement un compromis. Ce boycott ne concerne plus uniquement Trump ou son administration. Il est en train de transformer profondément les habitudes de consommation des Canadiens. Plus la Maison-Blanche s'entête, plus les consommateurs et les entreprises canadiennes s'ancrent dans leur volonté de réduire leur dépendance aux produits américains. Alors, Trump a-t-il sous-estimé l'ampleur de ce mouvement ? Et surtout, si le Canada ne fléchit pas, quelle sera sa prochaine riposte ? Si Trump comptait sur le gouvernement canadien pour calmer les choses, il s'est lourdement trompé. Au lieu de freiner le mouvement, Ottawa l'accompagne et l'encourage. Justin Trudeau et son administration ne se contentent pas d'observer le boycott prendre de l'ampleur. Ils le soutiennent activement. Le Premier ministre canadien qualifie cette crise de « wake-up call » pour l'indépendance économique du pays. Au lieu d'appeler à la désescalade, le gouvernement multiplie les initiatives pour solidifier le mouvement. Les ministres encouragent ouvertement les consommateurs à privilégier les produits locaux. Mieux encore, des discussions sont en cours pour accorder des incitations financières aux entreprises qui réduisent leur dépendance aux fournisseurs américains. L'objectif est clair, transformer cette réaction de colère en un véritable plan de restructuration économique. Et ce n'est pas seulement Ottawa qui bouge. À l'échelle provinciale, des décisions radicales sont prises. Certaines provinces accélèrent la mise en place de programmes de soutien aux fabricants locaux, avec des crédits d'impôt pour ceux qui réduisent leurs importations américaines. Dans l'administration publique, les marchés publics privilégient désormais systématiquement les fournisseurs canadiens lorsque c'est possible. Ce qui, au départ, était une simple réponse citoyenne devient une politique économique nationale. Et cela change complètement la donne. Pour les entreprises américaines, ce n'est plus seulement un problème de consommateurs mécontents, c'est un changement structurel qui pourrait les exclure du marché canadien sur le long terme. Si ces politiques deviennent permanentes, certaines marques américaines risquent de ne jamais retrouver leur place d'avant.
Face à cette montée en puissance du boycott, la grande question est désormais comment les États-Unis vont-ils réagir quand ce ne sera plus seulement un mouvement populaire, mais une transformation économique pilotée par le gouvernement lui-même? Si le boycott frappe durement l'économie américaine, il ne se fait pas sans conséquences pour le Canada. Couper les ponts avec son principal partenaire commercial, même partiellement, est une décision lourde de conséquences. Les États-Unis fournissent au Canada plus de 450 milliards de dollars de biens chaque année, soit 75% des importations du pays. Ce n'est pas un chiffre anodin. Certaines industries canadiennes sont profondément dépendantes des fournisseurs américains et remplacer ces produits ne se fait pas du jour au lendemain. Prenons l'agriculture. Une grande partie des fruits et légumes consommés au Canada provient des États-Unis, notamment de Californie et de Floride. Si l'approvisionnement est réduit, les prix risquent d'augmenter et les consommateurs canadiens devront se tourner vers d'autres marchés, plus éloignés et plus coûteux. Dans le secteur manufacturier, le problème est encore plus complexe. L'industrie automobile canadienne, par exemple, repose sur des chaînes d'approvisionnement intégrées avec les États-Unis. Les pièces fabriquées de part et d'autre de la frontière traversent plusieurs fois avant qu'un véhicule soit assemblé. Si les tensions commerciales persistent, ces industries pourraient être contraintes de revoir complètement leur fonctionnement, avec des pertes financières potentielles considérables. Le commerce de détail est aussi concerné. De nombreuses enseignes canadiennes dépendent encore des distributeurs américains pour leur stock. Si elles doivent trouver d'autres fournisseurs en Europe ou en Asie, les coûts logistiques exploseront. Et pour les consommateurs ? À court terme, l'enthousiasme du boycott masque un problème sous-jacent. Certains produits américains n'ont pas d'équivalent immédiat au Canada. Si cette guerre commerciale se prolonge, les prix de certaines marchandises risquent de grimper et la diversité des produits disponibles pourrait se réduire. En clair, si le Canada veut vraiment couper sa dépendance aux États-Unis, il va devoir restructurer son économie en profondeur. Le boycott a certes un impact immédiat, mais la question clé est combien de temps le Canada peut-il tenir sans subir lui-même des dommages économiques majeurs ? Ce qui a commencé comme une riposte aux tarifs de Trump s'est transformé en un véritable bouleversement économique. La grande question maintenant est de savoir comment tout cela va évoluer. 3 scénarios sont possibles, chacun avec des conséquences bien distinctes. Si la tension retombe dans les prochains mois, le marché pourrait revenir à la normale. Les consommateurs, après avoir fait preuve de patriotisme économique, pourraient progressivement réintégrer les produits américains dans leurs habitudes. Les entreprises des deux côtés de la frontière trouveraient des arrangements et les pertes resteraient limitées. Dans ce cas, l'impact de cette crise resterait temporaire et ne laisserait qu'une cicatrice passagère sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Si les Canadiens maintiennent leur nouvelle manière de consommer, certaines entreprises américaines ne récupéreront jamais leur position dominante. Les marques locales profiteront de cet élan pour renforcer leur présence, et les détaillants canadiens adapteront définitivement leur offre en favorisant les produits nationaux. Résultat, des secteurs entiers de l'économie américaine pourraient voir leur influence sur le marché canadien s'effondrer, tandis que l'économie canadienne gagnerait en autonomie. Dans ce scénario, les conséquences sont lourdes. Les villes frontalières américaines qui dépendent du tourisme et du commerce canadien subiraient des pertes sur le long terme. Et certaines industries américaines spécialisées dans l'export vers le Canada verraient leur chiffre d'affaires irrémédiablement affecté. Si Trump décide de répliquer avec de nouveaux tarifs encore plus agressifs, le Canada se retrouvera à un carrefour. Soit il cède et tente de calmer les tensions, soit il durcit encore plus sa position en cherchant de nouveaux partenaires commerciaux ailleurs. Dans ce dernier cas, le Canada pourrait accélérer son intégration économique avec l'Europe, la Chine ou le Mexique, réduisant encore plus son interdépendance avec les États-Unis. Un divorce commercial entre les deux pays modifierait complètement l'équilibre économique nord-américain. L'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, deviendrait obsolète et le Canada devrait reconstruire son commerce extérieur sur de nouvelles bases. De son côté, les États-Unis risqueraient de perdre un allié économique clé et de renforcer malgré eux d'autres puissances économiques mondiales. Pour l'instant, la situation oscille entre le deuxième et le troisième scénario. Le boycott n'est pas juste une simple protestation, il transforme durablement le paysage économique canadien. Et la manière dont les prochains mois se dérouleront déterminera si ce conflit restera une crise temporaire ou s'il marquera un tournant historique dans les relations entre le Canada et les États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que ni l'un ni l'autre ne peut se permettre de perdre complètement. Ce bras de fer, au-delà des chiffres et des produits, est une lutte pour le pouvoir économique et l'influence commerciale. Penses-tu que le Canada peut maintenir ce boycott sur le long terme ou que la pression économique finira par ramener les consommateurs vers les produits américains? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour suivre de près l'évolution de cette bataille économique.